Professeur Salami, lorsque vous m'avez confié cette leçon inaugurale, ce qui m'est arrivé à l'esprit, en premier lieu, c'est la figure de Charles Darwin. Charles Darwin, vous le savez, c'est ce biologiste naturaliste anglais qui a écrit L'origine des espèces en 1859. Et que nous apprend Charles Darwin? Charles Darwin nous apprend que seules les espèces les plus adaptées à leur environnement se multiplient et survivent. Les autres espèces qui ne sont pas très adaptées disparaissent au fil des années. Eh bien, voyez-vous, nous vivons une période où la théorie darwinienne de la survie du plus adapté a été remplacée par celle de la survie du plus malin. Au détour de chaque procédure présentée par la brigade économique et financière, chaque acte de corruption, chaque abus de fonction, chaque prise illégale d'intérêt, chaque favoritisme, chaque atteinte au code des marchés publics renvoie à cette même question qui nous étreint à chaque fois. Mais que leur arrive-t-il? Les procès des cadres impliqués dans la chaîne de passation des marchés publics se succèdent et se ressemblent avec leur lot de douleurs, leur chapelet de peine, les unes plus lourdes que les autres, les familles disloquées, les enfants au Canada et en France privés de revenus, les plus jeunes déscolarisés au Bénin. L'anathème a jamais répandu sur la lignée. Puis, passés les mois, la vie reprend son cours normal. Les mauvaises pratiques reviennent au galop jusqu'à la prochaine interpellation. L'association des mots risque et pénal semble receler une contradiction. Parce que le mot risque en droit recèle une double incertitude. La première incertitude, c'est que le risque contient une part irréductible d'aléa quant à sa concrétisation en dommage. Et la deuxième incertitude, c'est que le risque n'est pas véritablement défini, n'est pas véritablement prévu. En tout cas, il n'y a pas une définition claire de la notion en droit pénal. Et partant de cette lacune, l'on peut questionner l'application du mot risque au pénal. L'on peut questionner cette association parce que le droit pénal fait appel à des notions de précision. Le concept de la légalité des peines veut que nous soyons en présence d'une définition le plus claire que possible. Le droit pénal est un droit qui est un droit de la prévention, de la répression, de la matérialité, de la certitude, tandis que le risque porte en lui une part d'aléa. Mais cette clarification fait qu'il faut préciser que le thème de nos échanges de ce matin, ce n'est pas le risque en droit pénal, mais le risque pénal dans les marchés publics. À ce titre, on peut considérer qu'il existe un risque pénal comme il existe un risque civil, comme il existe un risque politique. Le risque ici doit être entendu comme un danger éventuel plus ou moins prévisible inhérent à une situation ou à une activité. C'est l'éventualité d'un événement futur, incertain, d'un terme indéterminé, ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et pouvant causer une perte ou un non-dommage. Le risque, c'est la conjonction du norme juridique, pénal et d'un événement. Et l'un et l'autre sont marqués par un certain degré d'incertitude. De façon terre à terre, c'est l'ensemble des poursuites, voire des condamnations pénales auxquelles une activité peut vous exposer. Vu sous cet angle, on peut considérer que nous sommes tous exposés à un risque pénal. De la vendeuse de beignets au bord de la voie, au directeur d'entreprise dans son bureau feutré, sans oublier le professeur dans son amphithéâtre, nous sommes tous exposés à un risque pénal. Faites l'exercice, prenez un code pénal, choisissez au hasard quelqu'un dans la rue
Avant que cette personne n'atteigne le prochain feu tricolore, vous avez toutes les chances de l'interpeller parce qu'il aura violé une norme contenue dans le code pénal. Nous sommes en danger permanent. Et les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs publics avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre aux besoins en matière de travaux, de fournitures et de services. La loi 26 du 29 septembre 2020, dont le contrôleur général a parlé tout à l'heure, en donne une définition très claire, je ne vais pas revenir là-dessus, il en a déjà parlé. Ce que je veux dire ici, c'est que les marchés sont régis par des valeurs. Il s'agit des principes d'économie, d'efficacité du processus d'acquisition, de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et des soumissionnaires, de transparence dans les procédures et de reconnaissance mutuelle. Ce que je veux dire, c'est que la violation de ces principes expose à un risque pénal très élevé. Le législateur béninois a érigé toute une série d'infractions pour assurer la protection de ces valeurs. Abus de fonction, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, corruption, j'en passe. La liste des manquements à la probité dans les marchés publics est longue. Et c'est des infractions qui sont sévèrement punies. Elles peuvent être commises à l'occasion de l'accès aux marchés publics, à l'occasion de l'exécution des marchés publics, à l'occasion du contrôle et de la régulation des marchés publics. Donc, à toutes les étapes, il y a un risque pénal qui vous guette. Mais cependant, le seul fait même de l'existence de ces risques élevés peut provoquer une certaine autorégulation. Et cette autorégulation prend sa source dans l'instauration et le respect d'une certaine éthique dans les marchés publics. Le risque, quoique élevé, devient alors un risque maîtrisable. Vous l'aurez compris, c'est sous cette lucarne que je voudrais annoncer l'architecture de ma présentation après cette très longue introduction. D'une part, donc, j'envisagerai dans une première station, rassurez-vous, on n'aura pas 14 stations, on n'en aura que 2. Donc, d'une part, je voudrais annoncer dans la première station un risque élevé, un risque pénal élevé, et dans la deuxième station, un risque pénal maîtrisable. Avec votre autorisation, allons donc à la première station. Pas celle où Jésus a été condamné à mort, mais celle qui est consacrée au marché public, un risque pénal élevé. Mesdames et messieurs, il y a quelques mois, la justice béninoise a été alertée par la mauvaise exécution d'un des volets d'un marché public passé par une agence gouvernementale. Très vite, l'enquête menée par le monsieur qui est à côté a permis d'établir que l'entreprise adjudicataire du marché n'avait pas respecté, l'entreprise adjudicataire n'avait pas les qualifications suffisantes pour exécuter ce marché. Donc, à partir de ce défaut d'exécution du marché, les enquêteurs vont aller questionner les conditions d'attribution du marché. Et cet exercice va établir que les règles d'égalité d'accès au marché public et de libre concurrence ont été violées. La suite des investigations mènera malheureusement jusqu'au sommet de la chaîne de contrôle des marchés publics. Une longue liste d'infractions allant de la corruption dans les marchés publics, à l'abus de fonction, au blanchiment de capitaux, au trafic d'influence, sera retenue contre pas moins de 21 personnes qui sont encore en détention au moment où je vous parle. Et cet exemple que je ne peux malheureusement pas détailler davantage, en raison notamment de la présomption d'innocence, vous l'aurez compris, illustre à suffire le risque et l'étendue du risque pénal dans les marchés publics. J'ai décidé de façon un peu arbitraire de n'envisager ici que le risque du point de vue des agents publics. Je laisse de côté les soumissionnaires. Et ces risques, vous les retrouvez aussi bien dans le code pénal que dans le code des marchés publics. Donc, à la présentation des infractions du risque auquel vous expose le code pénal, suivra celle contenue dans le code des marchés publics.
Alors, dans le code des marchés publics, je ne retiendrai que 3 infractions. La corruption dans les passations des marchés publics, l'abus de fonction, le trafic d'influence. Commençons d'abord par la corruption. Les chiffres en matière de corruption, les chiffres proposés par l'ONUDC sont effroyables. Chaque année dans le monde, 1 000 milliards de dollars sont versés en pots de vin. Et dans les pays en développement, les fonds soustraits de leur destination par la corruption sont 10 fois plus élevés que celui de l'aide au développement. Mais sous nos cieux, on a semblé développer une sorte d'accoutumance, de tolérance à ce phénomène. Mais on y a trouvé une manifestation de devoir de reconnaissance ancrée dans nos cultures. Ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs. La corruption est un crime. Et c'est un crime qui est sévèrement puni par la loi. C'est un crime aux conséquences néfastes. Parce que la corruption rime avec moins de prospérité. C'est un frein à la croissance économique. Parce que là où la corruption est endémique, les entreprises hésitent à venir investir. La corruption rime avec moins d'emplois. Lorsque l'attribution des postes relève non du mérite, mais du népotisme, la corruption risque avec moins de services. Lorsque vous faussez les règles de passation des marchés publics et que vous attribuez les marchés publics à des entreprises qui ne sont pas qualifiées, c'est moins d'écoles qui sont construites, c'est moins d'hôpitaux qui sont construits, c'est des points d'eau qui ne sont pas fournis aux populations qui en ont besoin. C'est de loin l'inflation la plus courante dans les marchés publics. Une définition de la corruption a été donnée tout à l'heure, il ne me semble pas nécessaire de revenir là-dessus, mais schématiquement, c'est le fait de proposer ou de solliciter des dons, des promesses pour exécuter un service qui est le vôtre, mais qui n'est pas soumis à rémunération. Le chef légal de la corruption dans les passations des marchés publics se trouve à l'article 341 du Code pénal. C'est une infraction intentionnelle, c'est-à-dire que celui qui agit doit avoir conscience de ce qu'il est en train de violer une loi. Et je l'ai dit tout à l'heure, au regard de notre législation, la corruption est un crime qui est puni d'une réclusion criminelle de 5 à 10 ans. La corruption dans les marchés publics, 5 à 10 ans, et d'une amende qui est égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues. Et le soumissionnaire, évidemment, il est puni comme complice et il est exposé aux mêmes peines. En dehors de la corruption, je vous ai annoncé le trafic d'influence. C'est des infractions qui se ressemblent. Il y a un don quelque part et il y a quelqu'un qui reçoit le don. Sauf que la différence entre la corruption et le trafic d'influence, c'est que le trafic d'influence met en présence 3 personnes, tandis que la corruption met en présence 2 personnes, le corrupteur et le corrompu. Dans le trafic d'influence, vous avez un bénéficiaire, c'est celui qui fournit les avantages pour les dons. Vous avez un intermédiaire, c'est celui qui utilise le crédit qu'il possède de sa position. Et vous avez la personne cible, c'est celui qui détient le pouvoir. Le contrôle général a dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous connaissez là-bas, il y a un marché public. Et c'est dans le qu'est-ce que vous connaissez là-bas, il y a un marché public que le trafic d'influence s'installe. D'ailleurs, il faut dire que historiquement, l'infraction de trafic d'influence est née d'un scandale. À la fin du 19e siècle, plusieurs parlementaires français et de hauts cadres, dont un gendre d'un président de la République, trafiquèrent ouvertement leur influence pour obtenir des décorations au profit de diverses personnes. Un procès est né, ce gendre du président de la République a été relâché du chef de corruption parce que, à proprement parler, la corruption concerne les actes de sa fonction que l'on monnaie. Or, trafiquer son influence, l'influence dont on dispose, n'entre pas dans la définition des actes de la fonction. Donc, il a été relâché et à partir de ce scandale, le législateur français a réfléchi et il a trouvé qu'il était juste d'incriminer le trafic d'influence.
Là également, c'est une infraction sévèrement punie par notre législation, dont le siège est l'article 357 du Code pénal. Terminons cette partie sur l'abus de fonction. C'est-à-dire les infractions les plus, j'en parlais tout à l'heure avec le professeur Salami, les plus couramment utilisées, en tout cas par moi, partie poursuivante. Et je vous dis pourquoi. C'est une infraction dont la démonstration est relativement simple pour moi, poursuivant. Et c'est une infraction qui permet d'empréager presque tous les actes contraires aux lois qui sont posés dans le cadre des passations des marchés publics. L'autre raison pour laquelle je recours fréquemment à cette infraction, c'est qu'au terme de notre législation, c'est un délit. Donc, vous pouvez être poursuivi directement devant le tribunal des flagrants délits, en tout cas les juridictions correctionnelles. Mais là où ce n'est pas très bon pour vous, c'est que c'est un délit qui a des peines qui, typiquement, sont de nature criminelle. C'est 5 ans à 10 ans pour l'abus de fonction. Et l'infraction suppose un acte, une abstention délibérée, une violation d'une loi, dans le but d'obtenir un avantage indu pour soi-même ou pour autrui. Donc, cette infraction également fait peser un gros risque sur tous ceux qui interviennent dans la commande publique et il est essentiel que nous fassions attention. Une fois passé en revue les infractions prévues par le Code pénal, je vous propose de regarder très rapidement celles prévues, enfin 3 infractions prévues au Code des marchés publics. Le Code des marchés publics a prévu plusieurs infractions qui tendent à réprimer les atteintes aux différentes valeurs prévues qui existent dans la commande publique. Et les personnes visées par ces infractions par ces incriminations sont les représentants et les membres des autorités de l'administration, les représentants des autorités chargées du contrôle et de la régulation, toute personne intervenant à quelque titre que ce soit, ça c'est très important, dans la chaîne de passation des marchés publics. Et 3 séries de faits sont prévues et réprimées. Premièrement, les violations des règles en matière de liberté d'accès et d'égalité des candidats. Tout à l'heure, on vous en a donné des illustrations, je ne vais pas revenir là-dessus. La violation des règles en matière de conflit d'intérêts, de fractionnement de marché, les règles d'exclusion de la commande publique. La violation des règles en matière de contrôle a priori. 2 petits mots. Le premier sur les conflits d'intérêts. Nous sommes en permanence en conflit d'intérêts. Nous sommes à chacun de nos postes en permanence à conflit d'intérêts. Lorsque vous avez un poste de responsabilité, lorsque vous pouvez attribuer un marché public pour que vous intervenez d'une façon ou d'une autre, vous avez une influence dans l'issue que peut avoir le processus d'attribution du marché, vous devez vous assurer que l'entreprise adjudicataire, vous devez vous assurer que les soumissionnaires n'ont aucun lien avec vous. Que ce soit des liens religieux, vous êtes de la même église, vous êtes du même couvent, que ce soit des liens personnels, de famille, c'est votre épouse, c'est votre époux, c'est votre frère, c'est votre beau-frère. Il faut éviter que ce soit des liens professionnels. Alors, si vous avez un professeur avec qui vous avez une très très bonne relation quand vous étiez à l'université, que vous êtes en responsabilité, que tout le monde connaît de toute façon, que c'est notoire que vous êtes très proche, et qui vient vous présenter la situation d'une entreprise soumissionnée à un marché public, il faut vous écarter, parce que là, vous serez en conflit d'intérêts. Et la violation des règles de conflit d'intérêts est sévèrement punie par le Code des marchés publics. Et la peine d'emprisonnement varie de 5 à 10 ans, là aussi. Il y a le deuxième mot que je voudrais dire sur ce chapitre-là, c'est la violation des règles de contrôle a priori. Vous savez, dans les marchés publics, à chaque étape, il faut qu'un organe de contrôle intervienne pour vérifier la régularité du processus, pour s'assurer que tout ce qui a été fait jusque-là est conforme à la réglementation. Et vous ne pouvez évoluer que si
ce contrôle est effectué et que cet organe de contrôle valide l'étape, vous ne pouvez accéder à l'étape suivante qu'après validation de l'étape qui s'est écoulée. Et donc, si vous êtes en charge de ce contrôle et que vous manquez à votre devoir de contrôle, eh bien vous pouvez être pénalement sanctionné. Et là encore, la peine prévue par l'article 127 du Code des marchés publics, c'est de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement. Et l'amende, tenez-vous tranquille, va de 25 millions à 500 millions de francs CFA. Mesdames, Messieurs, que l'on se réfère au Code pénal, ou plus spécifiquement au Code des marchés publics, l'on est obligé de s'accorder sur une chose. C'est que le risque pénal dans les marchés publics est élevé. Il concerne aussi bien la passation des marchés, l'exécution, la régulation, le contrôle des marchés. Toutes les personnes intervenant à quel titre que ce soit sont concernées et exposées à ce risque élevé. Toutes. Professeur Salami, mesdames, messieurs, il y a dans notre civilisation des heures redoutables. Ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage. Quelle minute funèbre, celle où la société s'éloigne et consomme l'irréparable abandon de l'être pensant. Ces mots, vous l'avez deviné, ne sont pas de moi. Celui qui parle s'appelle Victor Hugo, l'œuvre Les Misérables. Mais ces heures redoutables, ces minutes funèbres, elles guettent chacun de nous. Elles vous guettent encore plus, vous qui êtes en charge de la gestion des lieux publics, vous qui avez, à un titre ou à un autre, un rôle dans la commande publique. J'ai vu beaucoup de cadres qui ont défilé devant nos juridictions, sonnés, totalement perdus, les yeux emplis de mélange de stupeur et de ce je ne sais quoi d'indéfinissable qui s'empare de vous lorsque vous voyez s'approcher cette minute funèbre, celle de la condamnation, inévitable hélas, en raison des preuves collectées contre vous. Il y a, mesdames et messieurs, ces carrières que vous regrettez d'avoir embrassées. Il y a ces gens que vous auriez souhaité n'avoir jamais rencontrés. Il y a ces jours que vous auriez voulu n'avoir jamais vécu. Il y a ces actes que vous auriez voulu effacer. Mais il y a surtout cet impossible retour en arrière et toutes ces questions qui se bousculent dans vos textes à l'heure de la condamnation. Mais rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous effrayer. Vous avez encore le choix. Changer de métier ou adopter une éthique qui vous permet de minimiser le risque. Car oui, le risque pénal, quoique élevé dans la commande publique, n'est pas inévitable. C'est un risque qui est maîtrisable. Les marchés publics, mesdames et messieurs, ne sont pas une malédiction pour tout le monde. Et vous l'aurez compris, on arrivera à la deuxième et dernière station de ma présentation, les marchés publics, un risque pénal maîtrisable. Pour maîtriser le risque, il faut d'abord le connaître. C'est ce que nous avons essayé de voir dans la première partie. Il faut connaître le risque et apprendre maintenant à le prévenir. Et je viens de vous dire que dans les marchés publics, le risque, quoique élevé, est parfaitement maîtrisable. Pour y parvenir, je vous propose deux voies. La première s'appelle l'éthique. La deuxième s'appelle la déontologie. Voyons, si vous le voulez bien, tout de suite l'éthique. L'éthique doit être au cœur de la commande publique.
le décret 2020-601 du 23 décembre 2020 portant code d'éthique et de déontologie dans la commande publique l'a défini comme, et je cite, l'ensemble des valeurs pratiques et normatives ayant pour but d'indiquer comment les êtres humains doivent se comporter et agir en société. Je suis magistrat et donc là je suis obligé d'en référer à l'un des meilleurs d'entre nous, dont je salue la mémoire, l'un des plus brillants magistrats de notre continent, le juge Kéba Mbaye, de vénérée mémoire, définissait l'éthique comme, je le cite, un ensemble de règles écrites ou non écrites, inspirées par la morale pratique et qui doivent être respectées dans la vie professionnelle et dans la vie de tous les jours. Dès lors, poursuit le juge, l'éthique devient une formule de vie commune à toute une société dans le sens que les sociologues donnent à ce vocable. Et maintenant, je vais vous renvoyer au lycée en classe de seconde. Dans notre cours de philosophie, on nous a appris les impératifs de Kant. Et Emmanuel Kant, l'auteur de la critique de la raison pratique, nous énonce une notion d'éthique qui s'énonce ainsi qu'il suit. Je cite, agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté à loi universelle de la nature. Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté à loi universelle de la nature. Cette maxime signifie que chaque homme doit adopter l'éthique comme règle de comportement, comme s'il s'agissait d'un principe général de conduite erga omnes. Pour chaque cadre impliqué dans la commande publique, il s'agit de tourner résolument dos à la combine et à la magouille. La combine est en effet définie comme un moyen habile et peu scrupuleux pour parvenir à ses fins. La magouille est une lutte d'influence, une série de combinaisons douteuses ou malhonnêtes entre des groupes ou des organisations quelconques ou entre des personnes à l'intérieur de nos groupes. Le respect de l'éthique nous impose à tous de revoir nos objectifs, revoir nos buts, revoir nos rêves, de remodeler notre conduite sur d'autres valeurs et de donner la priorité à la qualité. Donner la priorité à la qualité, au seul mérite et à l'intérêt général. Sur cet aspect, il me plaît de partager encore avec vous l'avertissement du juge Kéba Mbaye, cet avertissement qui s'applique à nous tous dans cette salle et même au-delà. Je le cite, que ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et en abusent ou qui se sont enrichis en foulant au pied les règles d'éthique se le disent bien. Ils n'inspirent aucun respect aux autres. Or, le respect de ses concitoyens est le bien le plus précieux du monde. C'est le seul qu'il faut désirer, qu'il faut rechercher. C'est le seul qui est admiré. Le respect dû au pouvoir ou à l'argent, s'il a un autre nom, s'il s'appelle crainte ou courtisanerie, c'est que les paramètres éthiques qui les régissent se sont déréglés. Or, la crainte et la courtisanerie sont détestables parce qu'elles avilissent celui qui les inspire comme celui qui en est la proie. Elles ne durent que le temps que dure la force ou la fortune qui les motive, c'est-à-dire peu. Et elles s'effacent avec la perte du pouvoir ou de l'argent. Et au juge de conclure, le pouvoir est fait pour servir, il est passager. L'argent ne sert qu'à satisfaire les besoins. Au-delà, il est inutile. Le respect de soi et le respect des autres, par contre, est un bien éternel et sans limite. Dieu lui-même le prend en considération dans le jugement qu'il porte et portera sur chacun de nous. En plus de l'éthique, dans la commande publique, il nous faut respecter les règles de déontologie. Et la déontologie comme l'éthique ont été
ont fait l'objet d'un décret, celui que j'ai souligné tout à l'heure. Et au terme de ce décret, la déontologie est un ensemble de principes et règles qui régissent une activité professionnelle. Ces normes sont celles qui déterminent les devoirs et obligations exigibles de tous les professionnels et acteurs du secteur de la commande publique. Alors, je vous ai promis que je ne vous donnerai pas 14 stations, mais en application des règles déontologiques, l'on peut définir les 10 commandements de la commande publique. Les 10 commandements non pas tels qu'ils ont été reçus par Moïse, mais tels que vous devez les appliquer dans votre activité de tous les jours. Le respect de ces commandements, de ces 10 commandements, vous éloignera à coup sûr définitivement de l'enfer de miséricorde. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer par les énoncer, ces 10 commandements, pas selon Moïse, mais très modestement selon la... Premier commandement. Tu garantiras le libre accès à la commande publique. Deuxième commandement. Tu mettras en œuvre une stratégie d'achat concurrentiel et non discriminatoire. Troisième commandement. Rends public ton plan de passation de la commande publique. Quatrième commandement. Tu traiteras tous les soumissionnaires de la même manière. Cinquième commandement. Abstiens-toi d'élaborer des critères spécifiques dans le seul but de favoriser un candidat déterminé. Sixième commandement. Tu agiras exclusivement dans l'intérêt de l'autorité contractante. Septième commandement. Évite tout conflit d'intérêts. Ton intérêt personnel, familial ou tes relations amicales ne doivent pas interférer dans ta décision. Huitième commandement. Faire de l'information un pilier de la transparence. Neuvième commandement. Préserve la confidentialité des informations fournies par les soumissionnaires. Dixième commandement. Respecte la loi et tu vivras en paix. Mesdames, Messieurs, professeur Salami, pour conclure sans conclure, une dernière vertu très utile, une dernière pour la route. Résister. Résister. Dans un monde ultra connecté, dans un monde d'interdépendance, dans un monde où les réseaux sociaux, pour parler comme Jacques Attali, ne sont ni des réseaux ni sociaux, mais des lieux de juxtaposition d'un narcissisme solitaire. Donc dans un monde de réseaux sociaux, disais-je, où ces réseaux imposent un modèle de réussite, nous devons apprendre à résister. Résister au modèle de réussite basé sur les magouilles et les combines. Résister au modèle de réussite basé sur la prédation des biens publics. Résister au modèle de réussite en marge de la légalité. Nous devons apprendre à devenir nous-mêmes. Mesdames, Messieurs, avant de terminer mon propos,
permettez-moi de faire avec vous cet exercice de réminiscence d'un extrait du texte de cet anglais des Indes que nos pères nous ont jadis forcés à mémoriser et qui me semble bien adapté au sujet de nos échanges de ce matin. Vous l'avez tous appris, on vous a tous forcés à dire cela, je suis sûr. Si tu peux voir décrire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te remettre à rebâtir. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs de même fois. Si tu peux conserver ton courage et ta tête, comme tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais des esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Vous l'avez reconnu, il s'agit d'un texte, d'un extrait de If de Rudyard Kipling. Mesdames, Messieurs, le crime ne paye pas. Le crime ne paye jamais. Il y a des carrières fondées sur la vertu et des carrières fondées sur la magouille. J'espère que vous trouverez plus de bonheur dans la vertu que dans la magouille. Je vous remercie.